Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche dans Rue de la République, l'émission politique de la Marseillaise et de Maritima. Je suis en compagnie d'Hélo Purguette, le président de la Marseillaise, Bonjour. Le journal qu'on chante le plus en France. C'est vrai. Pour recevoir Audrey Garino. Bonjour Audrey Garino. Bonjour. Adjointe au maire en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, également conseillère départementale communiste. Bonjour et merci d'être avec nous donc pour évoquer la 3e nuit de la solidarité. On avait l'habitude de connaître cet événement plutôt en janvier. Là, vous avez décidé de le faire au mois d'avril. J'imagine que les objectifs sont très légèrement différents, mais la philosophie reste la même. Oui, la philosophie reste exactement la même. C'est un recensement quantitatif des besoins non couverts en termes de mise à l'abri et également un point sur les besoins liés à l'errance en journée, les douches, les travailleurs sociaux, l'accès à un repas chaud. Cette année, effectivement, la principale différence, c'est qu'on l'organise en avril. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 2 ans, au mois de janvier, nous souhaitions avoir une temporalité différente et une temporalité hors trêve hivernale et donc hors capacité augmentée en termes d'hébergement d'urgence pour faire un point sur les besoins dans cette période. Alors ça vient battre aussi peut-être en brèche l'idée que c'est plus pénible d'être sans abri ou d'être dehors l'hiver, alors qu'en fait c'est largement malheureusement équivalent. Ah, c'est même pire. Pour être totalement honnête, c'est même pire en fait. C'est vraiment une idée reçue. Pour le coup, effectivement, vous avez raison, les moyens sont renforcés en hiver. Il y a des places supplémentaires, des maraudes renforcées. Mais en règle générale, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de soucis, il y a plus de morts, malheureusement, à la rue dans les périodes d'été. Donc effectivement, on a besoin d'avoir ce focus-là aussi et d'avoir des données qui nous permettent de mieux agir. Alors justement, les données que vous avez recueillies dans les précédentes éditions, que disent-elles ? Quel est le profil de la personne SDF à Marseille et comment elles vous ont aiguillé sur des politiques publiques ? Alors le profil, c'est difficile parce que, évidemment, une opération comme celle-là, elle tend à la plus grande exhaustivité possible, mais de fait, elle n'est pas exhaustive. Oui. Donc on est obligé aussi de faire avec les personnes que l'on rencontre, et notamment en termes de profil, on sait qu'on rencontre beaucoup moins de femmes qu'il y a de femmes à la rue. Parce que les femmes vivant des situations de plus grande violence, en situation de rue, notamment de violence sexuelle, elles se cachent beaucoup plus. Et donc, quand on rencontre à peine entre 10 et 20% de femmes, on sait très bien que les volumes sont bien plus conséquents. D'accord. Non, ce qu'elle nous dit, c'est un volume d'à peu près 500 personnes rencontrées par année qui sont en défaut de mise à l'abri à l'instant T. Donc ça, c'est à peu près les chiffres qu'on a eu les 2 dernières années, qui évoluent relativement peu. Elle nous dit l'augmentation du nombre d'enfants à la rue. L'année dernière, c'est 42 enfants rencontrés ce soir-là qui ne sont pas en situation de dormir dans un lit, de dormir dans une maison. Et quand je dis 42 enfants, je parle que ceux qu'on rencontre dans la rue. Je parle pas des enfants qui vivent dans les bidonvilles ou dans les squats. Ils sont très nombreux dans Marseille, évidemment. Ils sont extrêmement nombreux dans Marseille. On parle de 3000 enfants en France en situation de rue aujourd'hui. C'est extrêmement puissant. Et puis elle dit les besoins, et notamment les besoins en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès aux droits, en termes d'accès aux soins ou à la nourriture, et des évolutions d'une année sur l'autre, et notamment des évolutions positives, parce qu'il faut aussi le dire, notamment le fait que l'accès à l'eau s'est considérablement renforcé ces dernières années, et c'est notamment lié à l'action de la municipalité qui a ouvert les premières douches municipales, qui a une fiche d'action spécifique dans son plan pauvreté pour financer l'ouverture de douches. Voilà, on a des retours positifs comme ça, puis on a aussi des retours négatifs, notamment sur les questions d'accès aux droits, sur lesquels on travaille fortement. Vous aviez fait appel à des bénévoles précédemment. Est-ce que vous appelez toujours à l'implication de bénévoles ? Et puis, qui sont-ils aussi ? Parce que c'est intéressant peut-être de savoir qui sont ces Marseillais qui se mobilisent. Alors oui, bien sûr. Une opération comme celle-là, elle ne réussit qu'avec une grande mobilisation citoyenne. Nous avons eu près de 1000 personnes qui nous ont rejoints l'année dernière. C'est incroyable et c'est absolument nécessaire. Qui sont-ils ? C'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est mes collègues, parce que beaucoup d'élus se mobilisent et je les en remercie. C'est des fonctionnaires de notre collectivité qui parfois ne se signalent même pas, mais qu'on rencontre au cours de maraude. Et puis c'est vous, moi, c'est un travailleur social, mais une prof. C'est quelqu'un qui a envie d'agir pour son quartier. C'est très mélangé, c'est jeune aussi. C'est une belle opération, effectivement, c'est très mélangé et c'est surtout, je peux le dire, ouvert à chacun. Concrètement, comment on fait ? Alors, on s'inscrit sur le site internet, nuit de la solidarité, @marseille.fr. J'espère que je l'ai bien dit parce que souvent je me trompe. Et surtout, on ne s'inquiète pas. Si on n'a jamais vécu une opération comme celle-là, si on n'a jamais participé à une maraude ou qu'on n'a jamais été au contact d'un public sans abri, évidemment, il y a une formation, et 2, toutes les équipes sont composées d'un chef d'équipe qui est lui un bénévole expérimenté et qui évidemment encadrera son groupe. Donc c'est ouvert à toutes et tous. On en est à la 3e édition, donc elle va se dérouler au mois d'avril. On rappelle la date le 16 avril. Ça donne quoi en traduction de politique publique derrière ? Qu'est-ce que vous en faites de ces données que vous avez réussi à avoir, aussi bien quantitatives que qualitatives derrière ? Comment ça se traduit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Un manque de places d'hébergement, j'imagine. Comment est-ce que vous arrivez justement à faire naître après des réponses aux besoins ?
C'est vraiment un outil. C'est ce qu'il faut vraiment passer comme message. C'est pas une opération cosmétique, la nuit de la solidarité. C'est pas de la com. C'est vraiment des données qui nous arrivent et qui nous permettent de mieux orienter nos politiques publiques et surtout d'avoir des politiques qui soient souples et qui donc d'une année sur l'autre, en fonction des retours que nous avons, soit on augmente le volume, soit on baisse un petit peu la jauge. Comment ça se traduit ? Ça se traduit essentiellement par le seul plan pauvreté porté par une ville en France, qui a un certain nombre de priorités. Avec l'État, vous avez avec l'État, contractualisé. évidemment, c'est une contractualisation ville-État que nous venons là de reconduire pour la 3e année consécutive et surtout dont nous avons obtenu la pluriannualité. Donc en fait, on l'a reconduit pour 3 ans, ce qui est une grande avancée parce que c'était quelque chose qu'on négociait tous les ans, donc avec une forme de précarité à chaque fois et de précarité dans les politiques que nous pouvions mener. Donc ça se traduit à travers ce plan, des fiches actions avec des objectifs spécifiques, augmentation de l'hébergement d'urgence, vous l'avez dit, et la ville a créé 360 places ces 3 dernières années et c'est un rythme que nous continuons à suivre et nous avons inauguré il y a quelques jours un nouveau CHRS chez Simone dans le 3e arrondissement. C'est un plan d'accès à l'eau et c'est surtout un plan d'accès au droit. Parce que les chiffres qui nous ont les plus frappés l'année dernière et l'année d'avant, c'est qu'une personne sur 2 se déclare absolument sans aucune ressource. Dans un pays comme le nôtre, ça n'est pas possible. Et donc ça traduit un défaut d'accès au droit. C'est assez différent d'ailleurs de ce qui se dit dans le débat public. On pense notamment au discours dominant à l'extrême droite sur des gens qui viendraient ici profiter grassement des prestations sociales. Sur le terrain, donc, comment est-ce possible ? Mais ça ne que ça n'a rien à voir. Si l'extrême droite savait de quoi elle parlait, ça se saurait en fait. On fait pas de la politique politicienne. Là, on traite la réalité des gens. Une personne sur 2 nous exprime ne pas avoir accès à ses droits. 30% des droits en France ne sont pas acquis, sont perdus, ne sont pas mobilisés par ceux qui en auraient effectivement la possibilité. Donc c'est ça la réalité de notre pays. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on peut le travailler ? On le travaille en embauchant des travailleurs sociaux, en renforçant nos maraudes. Aujourd'hui, il y a des travailleurs sociaux du CCAS de la ville qui maraudent avec les agents du SAMU social pour donner un prolongement à l'Aller Vert qui est mené par ces équipes. Justement, c'est comme ça qu'on travaille. Mais c'est une réalité qui est très très fantasmée. Au contraire, le vrai enjeu en France, c'est l'accès au droit. Certainement pas l'inverse. On avait sur ce plateau Gérard Fro il y a peu de temps qui nous disait c'est pas la pauvreté pas les pauvres qui coûtent cher, c'est la pauvreté qui coûte cher. Comment faire en sorte qu'elle coûte moins cher justement cette pauvreté ? La pauvreté, elle coûte cher. Et la pauvreté, elle a aussi une autre conséquence. Elle a un impact sur la cohésion sociale d'un pays, en fait. On fête actuellement les 80 ans du CNR. Le CNR, sa base, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Pas parce qu'ils étaient gentils, pas parce qu'ils en avaient envie, mais parce qu'ils avaient conscience, aussi différents puissent-ils être, ils avaient conscience que c'est un impératif de vivre ensemble, de permettre à chacun de vivre dignement, de permettre à chacun d'accéder à ses droits. C'est le contraire de l'égoïsme finalement. Ça veut dire qu'on arrive à tirer tout le monde vers le haut, si on vous écoute bien ? Mais il n'y a pas de choix en fait. C'est quelque part très pragmatique ce que je suis en train de vous dire. Évidemment, je suis qui je suis et j'ai mes idées en prenant mes fonctions. Mais j'ai aussi la réalité de mon quotidien. La réalité du quotidien, c'est effectivement des familles entières aujourd'hui qui sont dans des difficultés extrêmement violentes. Et donc, c'est d'abord ça qu'il faut résoudre pour permettre derrière de travailler et de vivre ensemble. Donc, comment on travaille ? On travaille en créant des partenariats innovants, en travaillant avec toutes celles et ceux qui ont envie de se mobiliser sur ces questions, en développant des politiques volontaristes. On le rappelle souvent, et je l'ai déjà rappelé dans votre émission, une ville n'a pas de compétences en matière sociale. Voilà, si elle veut faire, c'est un choix. Donc on développe et on y va. C'est tout simplement, aujourd'hui la situation est trop grave pour qu'on reste attentiste. On a besoin d'être extrêmement déterminé sur ces questions. Et pourtant, vous dites qu'il n'y a pas le choix, mais dans ce même pays, eh bien, il y a l'homme le plus riche du monde, il y a la France qui est record d'Europe de distribution des dividendes, donc finalement un autre choix est pris actuellement. Moi je dis qu'il n'y a pas le choix parce que si on veut s'attaquer réellement au problème, c'est la seule solution. Après, on sait très bien que d'autres ont d'autres idées. On sait très bien que l'argent est mal réparti dans ce pays, qu'il faudrait une grande réforme de la fiscalité pour aller chercher l'argent où il est. On ne peut pas me faire croire que dans la 5e puissance du monde, on puisse décemment tous penser que 10 millions de pauvres, c'est normal. Non, ça l'est pas en fait. On peut penser qu'il y a des 3000 enfants, je le disais tout à l'heure, qui dorment à la rue. Non, ça l'est pas, ça reste des choix politiques. Nous faisons, nous, Ville de Marseille, en dehors de nos compétences, des choix pour réduire cette exclusion et nous appelons l'ensemble des autorités compétentes à faire de même. Alors vous l'avez dit, on a inauguré cette semaine le CHRS chez Simone, je crois que ça s'appelle comme ça. D'autres, il y avait celui de l'Estac qui a été entièrement retapé également pour être remis un petit peu aux normes. Concrètement, il y a des choses qui vont ressortir de terre là prochainement. Vous êtes encore sur... Parce que vous aviez annoncé un millier de places d'ici la fin du mandat. On sera dans les clous ou pas ?
Alors, je n'ai jamais donné de date, parce que j'aime pas Vous prendre pouvez des avoir plusieurs engagements mandats, difficiles à autrement dit. tenir. Par ailleurs, Ce on que peut vous avoir souhaitez, plusieurs mandats. j'imagine. Non, l'objectif, c'est 1000 places, effectivement. L'objectif, il a été fixé par le maire de Marseille, c'est 1000 places, avec une action très déterminée de la ville, soit en mise à disposition de son patrimoine municipal, soit, comme chez Simone, en accompagnement à l'humanisation d'un site, avec un niveau de subvention extrêmement élevé, et bien plus que celui qui C'est avait été associatif derrière. contractualisé entre la ville et l'État. C'est tripartite, gestion associative, financement ville-État. Mais sur un dispositif comme celui-là, on met quand même 370 000 euros par an. C'est pas une paille, c'est une vraie politique publique. Oui, il y aura d'autres dispositifs. Aujourd'hui, on est à près de 360 places. On tient à peu près le rythme de 100 à 150 places par an. C'est difficile de faire beaucoup plus, malheureusement. Et puis, par ailleurs, ça nécessite une relation avec l'État absolument efficiente, parce que, évidemment, la ville de Marseille ne prend pas à sa charge l'intégralité de ces dispositifs. En règle générale, elle participe à une très large partie du fonctionnement où elle met à disposition un bâtiment municipal, mais les frais de gestion du quotidien sont à la charge de l'État compétent en la matière. Ça veut dire que, par exemple, le plan Marseille en grand ne prend pas du tout en charge la précarité, la pauvreté. Elle devrait le faire éventuellement ? Le plan de pauvreté, si vous voulez, il est pensé dans la même temporalité que le plan Marseille en grand. Donc, il a cette entrée-là. Mais évidemment, quand on est sur une compétence exclusive de l'État sur la question de l'hébergement d'urgence ou du conseil départemental sur la question de l'action sociale, c'est évidemment à ces institutions de faire le pas le plus important. Nous, on est évidemment disposés à participer à toute réflexion. Alors justement, là on parle de très grande pauvreté, d'hébergement d'urgence, mais malheureusement la pauvreté a d'autres visages à Marseille. Que peut la ville de Marseille sur ce volet-là ? Alors, la ville de Marseille a un plan d'action qui est global. Évidemment, là, l'entrée, quand on parle de la solidarité, c'est bien sûr la grande exclusion et les personnes sans abri, mais on a un plan plus global et dont le bras armé pour sa mise en œuvre est le Centre communal d'action sociale, de CCAS, qui est placé sous la présidence du maire et la mienne. On a un plan qui est assez général, qui va de l'accès aux loisirs, quand on rend les musées gratuits, quand on rend les équipements sportifs gratuits en période de vacances scolaires, c'est pas pour rien, ça participe d'une politique globale. Quand on met comme cette année la gratuité des fournitures scolaires dans nos équipements. Donc voilà, il y a beaucoup de façons, si vous voulez, de pouvoir accompagner les publics les plus en difficulté. Et actuellement, nous travaillons notamment au CCS un grand plan d'accompagnement des seniors en situation de précarité, par exemple, parce que c'est un public qu'on voit peu, qui a une pauvreté plutôt discrète, plutôt cachée, plutôt non assumée, et pour autant c'est un public qui est extrêmement percuté par la crise sociale que nous vivons, avec des pensions de retraite très basses. Et donc actuellement nous travaillons un grand plan d'action. Nous avons déjà considérablement renforcé nos équipes au CCS d'accompagnement social, mais nous travaillons à un plan d'action qui serait un continuum de services publics, du maintien à domicile jusqu'à l'EHPAD, l'ensemble pris en charge par le CCS de la ville. Donc c'est actuellement nos y compris l'EHPAD. C'est une proposition que nous mettons effectivement sur la table. Nous réfléchissons à la création, nous attendons la publication d'un appel à projet, et nous sommes positionnés pour la création du premier EHPAD municipal de la ville. Alors la solidarité, la protection, c'est le conseil départemental, vous l'avez dit, vous êtes élu là-bas. Est-ce qu'il y a une droitisation de l'action du conseil départemental, comme vous semblez le dire dans votre groupe communiste ? Parce que Martine Vassal dit évidemment le contraire, et elle pense s'occuper suffisamment de la protection et de la construction de ce territoire. Elle va pas vous dire autre chose. Alors moi, je dirais pas une droitisation, ces gens sont de droite. Enfin, je veux dire, c'est pas une révélation. Ça s'en cache pas, il l'assume très, très nettement. Aujourd'hui, on a un conseil départemental dont la première des compétences est l'action sociale et qui clairement ne souhaite pas la mettre en œuvre. Ne souhaite pas, soit parce qu'elle ne met pas en œuvre ses compétences, je pense notamment à l'accueil des mineurs isolés, qui est une responsabilité exclusive. Si je pouvais faire à la place de Martine Vassal, je le ferais, croyez bien. Mais la loi ne nous le permet pas, c'est une compétence du département. Et par ailleurs, on vient de voter des budgets, il y a quelques semaines, des budgets de l'action sociale au sens large, insertion, protection de l'enfance, action sociale stricto sensu, qui sont soit en baisse, soit maintenus ou avec une augmentation qui ne rattrape pas l'inflation. Quand on connaît la situation sociale de notre ville ou de notre département, on comprend très vite que les moyens ne sont pas mis à disposition. Et quand on parallèle, on finance des politiques volontaristes, quand on parallèle, on finance de l'aide aux communes. Qu'est-ce qui vous choque, par exemple, dans les politiques politiques volontaristes qui sont financées ? Quand on aide, par exemple, des gens qui sont pas extrêmement riches à acheter une voiture électrique dans la ZFE, ce qui était peut-être mis un peu en pause, c'est choquant ou pas ? Je suis pas choqué par des politiques volontaristes. Je suis moi-même une adjointe qui porte des politiques volontaristes. C'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est la priorité par rapport à tes compétences, en fait. C'est pas la question d'avoir la possibilité, on fait de la politique quand même, si on est élu, c'est qu'on peut faire vivre quelque chose, une vision qui est la nôtre sur un territoire. Donc c'est pas ça qui me choque. Mais on a eu un débat ces derniers jours sur la question de l'aide aux communes, par exemple, qui est une manne extrêmement conséquente au niveau du département.
Et ben moi, je préférais effectivement que le département se concentre sur ses compétences obligatoires avant effectivement de penser des politiques volontaristes. Je préférais qu'on augmente les budgets de l'action sociale ou qu'on augmente les budgets de l'ASE. L'ASE est dans un état catastrophique. L'aide sociale à l'enfance, excusez-moi, est dans un état catastrophique. Il y a eu des reportages il y a quelques temps sur les maltraitances de ces jeunes, sur la prostitution qui sévit dans les foyers. C'est là qu'il faut mettre l'argent. D'abord, on priorise. Et une fois qu'on a priorisé, quand il reste des budgets, à ce moment-là, on mène des politiques volontaristes. Alors pour autant, Benoît Payan demande une quote-part proportionnelle à ce qui est mis en avant par le département pour l'aide aux communes. Est-ce que parmi ces nombreux projets qui sont portés, certains sont caractérisés par l'action sociale, la solidarité ? Bien sûr, mais dans les projets, dans les 371 millions versus 200 millions qui ont fait grand bruit ces dernières semaines, évidemment qu'il y a un certain nombre de projets qui participent de l'action sociale. J'ai évoqué la question de l'EHPAD tout à l'heure. La compétence en matière de seniors, elle est au département, elle n'est pas à la ville. Donc évidemment que nous demandons un soutien du département sur un projet comme celui-là, mais aussi sur la construction de douches, sur la construction de bagageries, sur la construction de lieux d'accueil. Quand on ouvre des services publics, c'est le rôle d'un département de venir soutenir les communes dans ce type de politique, évidemment. Est-ce que vous croyez que les choses vont déboucher ? Parce que c'est un spectacle un petit peu douloureux pour les Marseillais à regarder autres. Pour les Marseillais. Ouais, pour nous aussi, ouais. C'est un peu douloureux. Vous êtes une proche de Benoît Payan. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Est-ce qu'on est proche d'un dénouement ? Est-ce que les dernières rencontres qui ont eu lieu notamment cette semaine ont permis de faire avancer les choses ? Est-ce qu'on va trouver quelque part on est des gens constructifs, Monsieur Jésuel dit, et on se bat pour les Marseillais. D'accord ? Donc personne ne peut croire qu'on refuse 200 millions d'euros pour notre ville alors qu'elle a des besoins partout. Personne ne peut le croire. On n'est pas dans la posture alors. On n'est pas dans la posture et on n'est même pas dans un jusque-boutisme. On demande le droit commun. Voilà, on demande que les Marseillais soient traités comme n'importe quel habitant de notre département. Quand 42% des Marseillais reçoivent 17% de l'aide départementale, des Marseillais, excusez-moi, des Bucco-Rhodaniens reçoivent 17% de l'aide départementale, on constate le déséquilibre. On ne veut pas que Marseille soit puni. Voilà, Marseille et les Marseillais doivent être respectés. On ne demande pas autre chose. Donc évidemment que ça débouchera. Parce qu'on n'a pas des propositions qui sont folles ou démesurées. On demande simplement l'application des mêmes règles que dans les autres communes. Ok, d'un point de vue des transports, on a vu qu'il y avait un état d'esprit un peu plus constructif et là aussi, il y a une implication directe avec les quartiers populaires les plus en difficulté sociale, avec cette partie des droits. Priorité au quartier nord. Est-ce que c'est encourageant pour vous ? Est-ce que vous avez aussi peut-être un message pour ces populations qui sont très en attente et qui ont du mal à voir le bout du tunnel, si on peut dire ? Et le message, c'est qu'on se bat et qu'on lâchera pas. Vous évoquiez tout à l'heure la question des politiques sociales et comment est-ce qu'elles arrivent à irriguer l'intégralité de nos réflexions municipales. Quand on se bat pour désenclaver les quartiers nord en transport en commun, c'est aussi une politique sociale. Voilà, parce qu'on sait que ces territoires, on sait ce qu'ils vivent, on sait quelles sont les situations de ghettoisation qui ont pu se cranter au fur et à mesure des années. Et donc, quand on bagarre pas pour le plaisir, encore une fois. Enfin, on bagarre parce qu'il y a des besoins. Et donc, effectivement, la réunion qui s'est tenue maintenant il y a quelques jours était plutôt constructive. Nous avons obtenu un certain nombre de choses, notamment le fait qu'elles se réunissent régulièrement, parce que franchement, un GIP en 18 mois, c'est quand même pas très sérieux quand on sait les enjeux qu'il y a dans notre ville en termes de développement de l'offre de transport, ne serait-ce que de maintenance de l'offre de transport, mais derrière de son développement. Donc oui, ça s'est plutôt bien passé. Encore une fois, nous sommes dans une posture très constructive. L'ensemble de nos propositions et nos demandes visent à répondre aux besoins des Marseillaises et des Marseillais. Alors il y a une échéance politique qui s'approche très bientôt, qui peut paraître éloignée des sujets qu'on vient d'évoquer, et pourtant, je parle des européennes. L'Union européenne gère notamment l'aide alimentaire. Qu'est-ce que vous avez envie de porter dans ce débat aux européennes ? Effectivement, l'échéance approche. L'exigence que nous devons porter et qui est parfaitement incarnée par la liste tirée par Léon Desfontaines, c'est une exigence d'égalité et de justice sociale. Voilà, l'Union européenne doit être aussi un levier pour nous permettre de tirer tous vers la hausse nos droits. La France a de la chance, parce que des combats sociaux les ont portés, d'avoir des droits, notamment des droits sociaux très conséquents. Moi, j'aspire à ce que l'ensemble des Européens puissent évidemment avoir les mêmes droits que nous et qu'ensemble, nous puissions mener des batailles pour avoir des garanties, pour avoir des salaires minimums, pour avoir des choses comme ça. Donc, c'est aussi un des objectifs d'une élection comme celle-là, bien sûr. Et c'est pas encore tout de suite au centre de la campagne. En tout cas, c'est pas forcément ce qu'on entend tous les jours. Merci Audrey Garino, adjointe au maire en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Merci Léo Purguette. Et puis on rappelle cette date également, le 16 avril prochain, la 3e nuit de la solidarité. On sera présent, la Marseillaise, nous et puis d'autres médias évidemment, pour relayer. Exactement, inscrivez-vous sur le site qui est
Nuit de la solidarité@marseille.fr, mais j'ai peur de dire une bêtise. Voilà, merci beaucoup en tout cas Audrey Garino et bon dimanche à vous. Bonne journée, au revoir.